Bienvenue à bord tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu, le steward, oui Mathieu Stew, celui qui essaie de vous rassurer quand vous avez peur de l'avion ou qui essaie de vous faire rire, qui essaie de vous faire voyager. Et ben là maintenant je vous propose un podcast, quelques rediffusions de rencontres et d'échanges que j'ai pu avoir avec des personnes que j'aime beaucoup. Et là c'est Mehdi que je voudrais vous présenter, qui est un ami, un collègue, qui a vécu quelque chose d'assez extraordinaire à bord d'un avion. Il est steward également, et il a vécu un truc qui est, je pense, relativement bouleversant et qu'on ne peut pas oublier dans une vie, un accouchement à bord. Je vous laisse entre les mains de mon copain Mehdi, et je vous souhaite une excellente écoute à bord de Voyage. Je vous présente Mehdi. Salut Mehdi. Salut Mathieu. Alors Mehdi qui est un collègue et un ami avant tout, on a commencé notre métier de steward ensemble. Il y a 5 ans déjà. Il y a 5 ans. Oui. Tu es un professionnel de l'aérien maintenant, Oui. et je le sais parce qu'on a déjà volé 2 fois ensemble. Exactement. On a fait un Mexico. Caire. Ah oui, un Mexico, t'as raison. Et ben voilà, exactement. On a fait ces deux choses-là. C'était sympa. On va parler avec Mehdi d'une expérience absolument incroyable qu'il a vécue il y a quelques temps maintenant, un accouchement à bord. Tu nous en parleras plus en détail juste après. Oui. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et ton amour pour le voyage, parce que non seulement Mehdi est steward, PNC, personnel navigant commercial, mais tu es avant tout un passionné de voyage. Et le voyage, ça a commencé quand tu étais tout petit déjà. Tu prenais l'avion pour aller en Algérie pour voir Exactement. ta famille. Exactement. Tu as toujours kiffé prendre l'avion en fait. Mais oui, parce qu'en fait, quand j'allais voir ma famille en Algérie, je voyageais en UM. Tu sais, c'est ce qu'on appelle mineur non accompagné. Et je voyageais à l'époque sur Aigle Azur, qui malheureusement n'existe plus. Ouais. Mais j'ai encore des souvenirs très très frais parce qu'en fait, je les admirais, je les regardais. Et vraiment, je me disais, mais moi aussi, je veux faire ça parce que j'adorais leur manière de travailler, de porter l'uniforme. Et le voyage, encore une fois, le fait de pouvoir allier et le côté professionnel avec le voyage, c'était un rêve. Donc à chaque fois, j'attendais que tous les passagers débarquent d'ailleurs, pour avoir ma petite photo avec les PNC. Oh, Mais oui, j'ai toujours ma petite collection, tu sais, avec des C'est PNC vrai Aigle Azur, des PNC EasyJet, de plein de compagnies, Air Algérie, et puis voilà. C'est trop mignon. J'étais vraiment fan. J'étais Ce que fan. j'allais dire, c'est un peu Bah comme oui. quand on peut être fan d'un artiste, d'un comédien, Bah voilà, d'une star ou un truc c'est comme ça. ça. Toi, t'es star. Déjà, quand t'étais petit, Ah ben j'étais fan des c'était PNC. les Mais hôtesses oui, et les stewards. mais carrément. Mais j'ai vraiment, à chaque fois, j'attendais la fin du débarquement et j'y allais un peu à reculons parce que j'étais un peu timide et je leur disais est-ce que je peux avoir une photo avec vous s'il vous plaît. Elles me disaient mais oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis je faisais ma petite photo. Ouais. En fait, voilà, moi j'ai toujours su que je voulais exercer un métier qui me permette de voyager, mais exercer aussi un métier qui me plaise en soi. Et donc je savais que ça allait me plaire. Et puis dès l'âge de 8 ans finalement, je crois que c'est le souvenir ouais, je peux remonter à l'âge de 8 ans. Dès l'âge de 8 ans, je savais que je voulais devenir PNC. Et d'ailleurs, pour amuser la galerie auprès de mes amis, mes camarades de classe, j'imitais les démonstrations de sécurité. Les issues de secours sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les hôtesses et stewards disent à l'avant en faisant comme ça? Parce qu'il y a des gens, je suis sûr, quand j'étais petit, je comprenais pas. Je suis dit, non, mais là, tu es en train de montrer derrière toi. Parce qu'on est face aux passagers, en fait, quand on montre les issues de secours. Donc voilà, l'avant, c'est derrière. Ouais. Alors, tu as tout un parcours. Tu as décidé d'avoir un bagage solide avant de devenir steward. Exactement. Tu t'es dit, voilà, parce qu'on peut devenir steward à partir de 18 ans, tant qu'on a un niveau Oui. bac, mais toi, tu t'es dit, je veux apprendre des choses, et plus particulièrement les langues Oui, et le tourisme. exactement. C'était quoi ton parcours exactement? Alors voilà, j'ai commencé par une licence d'espagnol Ouais. pour consolider mon niveau en espagnol et pour avoir ce bagage supplémentaire dont tu parlais. Malheureusement, j'ai pas terminé ma licence. Ouais. Entre-temps, j'ai eu l'occasion d'être assistant dans une université à Mexico. Ok. Et ensuite, j'ai fait mon BTS Tourisme. Et puis, à la fin du BTS Tourisme, j'ai vu une annonce apparaître sur une annonce de recrutement pour l'actuelle compagnie dans laquelle je travaille. Ouais. Et puis, je me suis lancé. Je me suis dit, bon, on y va. Si ça le fait, c'est bien, c'est merveilleux. Et si ça le fait pas, c'est pas grave. Il y aura forcément quelque chose à apprendre. Et puis, j'y suis allé. Et puis, me voilà. 5 ans bientôt que tu es oui. steward. Quel a été ton souvenir le plus dingue? Tu as vécu un accouchement à bord? J'ai vécu un accouchement à bord. Voilà. Je pense que c'est un moment qui, de base, est assez intense. Déjà à la base, comme ça. À la base, Voilà. voilà, l'accouchement, c'est pas anodin, mais dans un avion et dans un environnement confiné, c'est différent. Waouh. C'est un peu plus intense. Comment on gère ça? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous l'histoire. Écoute, on rentrait de Madagascar. Ouais. Je me rappelle, on décollait à 21h. On avait un superbe équipage. Donc voilà, on décolle de Madagascar, tout va bien, on fait le service. Et ensuite, cette passagère qu'on avait déjà repérée, parce qu'elle était enceinte de 7 mois, nous dit qu'elle commence à se sentir pas très bien. Donc on se dit, bon, on surveille.
Et puis écoute, peut-être 3h30, 4h après le décollage, elle perd les os. Donc là, on se dit, bon, c'est parti. On avait scindé l'équipage en deux. Il y avait la moitié de l'équipage qui était de garde et l'autre moitié qui était de repos. Donc, pour assurer la sécurité sur le pont, sur tout l'avion, on a réveillé les copains qui étaient en train de se reposer. On a fait un appel médecin. Parce que voilà, on a beau être formé en secourisme, un accouchement, c'est quand même... Là, c'est pas un malaise vagal. Là, voilà. On est sur un autre niveau. C'est ça. Ouais. On fait un appel médecin, Mathieu, qui se présente, une gynécologue. Voilà, c'est cadeau, voilà, c'est gratuit. Je pose ça là. Là, tu as quand même le taux de probabilité. C'est vrai qu'on a souvent des médecins à bord. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Vous avez souvent des médecins à bord? On a super souvent des médecins à bord. La probabilité fait que. Mais là, tu as quand même quelqu'un qui est spécialisé dans ce qui se passe par là. Donc, je peux te dire que c'est waouh! Mais c'est impressionnant. Comment ça doit être super rassurant. C'est rassurant parce que c'est impressionnant et qu'un accouchement, ça reste un accouchement et on a beau être formé, c'est difficile à appliquer. Ouais, surtout quand tu n'as jamais vécu ça, quand tu n'as jamais vu, quand tu. Mais c'est ça. C'est ça. Donc la gynécologue nous confirme que le travail a commencé et qu'on va devoir procéder à l'accouchement. Allez! Donc on fait avec le matériel de bord, voilà. Donc on installe la passagère. Alors quand on dit matériel de bord, je me permets de te couper, c'est pas avec des cassolettes, des assiettes et des couverts. Hein. On a quand même du matériel. Oui, voilà. On a une trousse médicale d'urgence et voilà. Et donc on l'installe sur 4 sièges parce que en fait c'était pendant le Covid, c'était en 2020, donc on avait le remplissage en notre faveur. Donc on a pu l'installer sur 4 sièges centraux. On l'a allongé, il y avait de la place. Et puis c'est parti. Wow. C'est parti. Non mais à ce moment-là, toi, Mehdi, comment tu te sens toi à ce moment-là? Bah écoute, un peu stressé. Mais à un moment, tu passes de l'autre côté en fait, et tu te dis, on y va. Et tu fonces tête baissée. C'est notre rôle. Voilà, c'est notre rôle. Et puis, je suis pas tout seul. On est sur un équipage long courrier. On est une dizaine de PNC. Donc on y va, on se soutient, et puis ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc on y va. Et finalement, je trouve ça un peu excitant, parce que je me dis, je vais vivre un accouchement dans un avion, et c'est extraordinaire. Alors la question que tout le monde se pose, je pense, en tout cas je me la pose. La légende urbaine. Ouais, la légende, l'enfant il est... Non. J'ai pas fini ma question. Non, mais je sais ce que tu vas me poser comme question. Vas-y, pose-moi ta question. Non, vas-y, réponds à ma question que je t'ai pas posée. Alors, pour voir si on est sur la même. Lorsqu'un enfant naît dans un avion, il n'a pas de gratuité à vie. Voilà. C'est une légende. C'est une légende urbaine. Ouais. Non. Donc on y va. Le médecin nous assiste, nous rassure. En parallèle, on est en contact avec le SAMU, qui nous assiste également. Bon, problème, c'est que le col est trop étroit. Et ça passe pas. Donc en fait, si on ne déroute pas, non seulement la vie du bébé est en danger, mais la vie de la maman également. Autre problème, nous survolons le Soudan. Oui, parce que je vous rappelle qu'on est dans l'avion à ce moment-là. Hein. Voilà, on est toujours dans un avion, on est au-dessus de l'Afrique de l'Est, donc au-dessus de territoires qui ne sont pas très accueillants en termes de structure hospitalière. Parce que l'idée, c'est de se poser le plus vite possible. Voilà, et en termes de géopolitique aussi. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc au poste de pilotage, c'est un peu le rush qui est en contact avec le SAMU, avec une cellule de la compagnie aérienne pour laquelle je travaille. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, c'est un peu le rush. Et finalement, on a l'autorisation de dérouter au Caire, donc en Égypte. L'aéroport a été mis au courant, donc on déroute. On a été accueillis par tous les services compétents. Et du coup, on a pu débarquer la passagère et qui a pu poursuivre son accouchement parce que c'était pas possible. Elle perdait énormément de sang et elle avait très très mal. Elle criait, tu sais, c'était très très impressionnant. Le bébé était déjà un peu sorti ou pas? Non, pas du tout. Ça passait pas en fait. D'accord, ok. Ouais, le col était trop serré, donc là, il fallait vraiment. Elle perdait beaucoup de sang. D'accord, ok. Elle perdait énormément de sang. Donc là, vous vous posez au Caire. Il y a tous les services hospitaliers du Caire qui prennent en charge la maman. T'as des nouvelles de la maman? En fait, ce qu'il faut savoir, Mathieu, c'est que dans la compagnie pour laquelle je travaille, on n'est pas forcément autorisé à avoir des nouvelles de ce genre d'événement. En fait, c'est tout simplement pour préserver les salariés. Voilà, parce qu'en fonction de notre sensibilité, on peut être plus ou moins touché. On est tous des humains complètement différents. Et donc, on ne nous tient pas forcément au courant. Voilà. Donc, on sait que cette passagère a débarqué, qu'elle a pu poursuivre son accouchement dans un hôpital au Caire. Et basta. Bon, on ne saura jamais. Ok. Ça a dû être une expérience riche en émotions, riche en, je sais pas, en développement professionnel, humain. Ça a dû créer des liens avec tout ton équipage parce que vous étiez tous sur le pont à ce moment-là en train de gérer cette situation. Alors j'imagine quelques-uns avec la maman et puis tous les autres qui devaient assurer la sécurité à bord s'il se passe un truc ou quoi. Enfin, ça a dû vous lier. Tu es toujours en contact avec ton équipage? Je suis toujours en contact avec certains d'entre eux et surtout quand on a la chance de se croiser au niveau du siège de la compagnie, on se reconnaît direct et puis on se rappelle cet événement et on n'en garde que du positif.
Donc en effet, sur le moment, c'était intense émotionnellement. En arrivant à Paris, je t'avoue que j'ai lâché ma petite larme. Ah bah ouais. Parce que voilà, tu réalises un peu il y a toute la pression qui redescend. Tu réalises ce qui s'est passé. Ouais. Tu viens de faire une nuit blanche, tu viens de rentrer de Madagascar. Entre-temps, tu as dérouté en Égypte. C'est passé trop de trucs en Il s'est quelques passé heures, quoi. énormément de choses. Ouais. Et encore une fois, l'accouchement, bah, c'est un événement qui n'est pas anodin. Et même moi, bah, j'ai été confronté à cette passagère. J'ai sympathisé avec elle, j'ai discuté avec elle parce que cette passagère, elle voyageait avec sa petite. Elle avait déjà une fille qui voyageait avec elle, D'accord. qui était âgée de 4 ou 5 ans dans mon souvenir. Ouais. Et je lui disais, la petite, je lui disais, tu vas voir, c'est génial, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, tu dois être heureuse. Donc voilà, tu as le temps de créer quelque chose de plus ou moins intime. Et puis tu arrives à Paris, tu te dis, waouh, c'est tout fini. ce qui s'est passé, c'est fini, mais c'était intense. Ouais. À la fois, ça doit être assez perturbant. Ça doit être soulagé. Oui. Et en même temps, tu te dis, mais non, mais j'ai envie de garder un lien. J'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai Ouais. envie d'être tenu au courant. Mais c'est la richesse de ce métier, finalement, c'est des rencontres qui sont tellement intenses. Ouais. On a beau le raconter comme ça, on ne se rend pas forcément compte, mais le fait que ce soit en plus dans un environnement confiné, que ce soit quelques heures avec des passagers dans le ciel, t'es dans une cabine à 10 km au-dessus du sol. Ouais. Enfin, c'est tellement riche, c'est tellement puissant. Et enfin, waouh. Au bout Waouh, de 2 y a ans pas- y a pas de mots, d'expérience tu peux pas le professionnelle, j'imagine, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre Bah ce oui. dont tu parles, mais il se passe plein de choses dans les avions. Mm. Et puis j'espère que au fil de mes rencontres, dans les vidéos et de ça machin, je vais pouvoir vous faire découvrir d'autres profils tels que Mehdi qui nous a raconté un accouchement. Si vous avez vécu des choses incroyables à bord, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, comme ça on se fera une petite vidéo comme avec Mehdi. Là on est chez lui, des fois on est chez moi, des fois on est dehors. Enfin, on est partout. on est un petit peu partout. Mehdi, je disais en début de vidéo, grand voyageur, oui, depuis que t'es petit, steward, mais pas que, c'est-à-dire que toi, entre les vols, t'enfiles des baskets, tu prends un sac à dos, et tu te Exactement. barres, le Brésil, l'Ouzbékistan, je sais pas le dire, pardon, je sais. No. L'Ouzbékistan. Voilà, oui. je sais très bien le dire. Oui. Israël, machin, toi, Oui. t'adores voyager, Oui. entre tes vols, t'en profites. À max, si tu devais me raconter un voyage qui t'a le plus marqué, ce serait lequel? Bah, ce serait l'Ouzbékistan. Ouais. Hein, on va parler de l'Ouzbékistan. En fait, moi, je rentrais de vol d'ailleurs. Je rentrais de Santiago du Chili. Donc, Ouais. c'était 14 heures de vol. C'est très loin. Exactement, très très loin. Donc, je suis rentré chez moi. On a atterri à Roissy à 7 heures. Donc, j'étais chez moi vers 9-10 heures. Ouais. Et écoute, je me suis dit, je fonce, j'y vais. Parce qu'en fait, j'ai toujours été intrigué par ce pays. Ouais. Dans la bibliothèque de mes parents, il y avait beaucoup de livres sur la route de la soie. Ok. Et la route de la soie, elle passe par l'Ouzbékistan. Ouais. Et donc, je me suis dit, allez, je fonce. Donc, j'ai pris mon sac à dos, j'ai mis mes baskets, mes shorts, mes t-shirts, mes joggings. J'ai pris mon billet d'avion pour Tachkent, donc capitale de l'Ouzbékistan. Ok. Et puis, j'ai foncé tête baissée. Et Le même jour? Le même jour. Le jour de ton retour? En fait, j'étais chez moi, comme je te l'ai dit, à 9-10 heures. Il est fou. ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais sans C'est regret. trop bien. Sans regret. En même temps, je te demande ton plus beau voyage, tu me parles de ça, mais donc oui, forcément, mais oui. un peu de folie, c'est. Et tu sais quoi, il au en bout d'un faut. moment, tu es tellement fatigué que ça en devient presque euphorisant. Tu passes de l'autre côté et ouais. tu tiens le coup. Ouais, Voilà. je comprends. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce voyage? Les gens. Ouais. Les gens. Parce qu'en fait, en tant que Français, parfois, on a cette tendance à être un peu méfiant de l'autre. Dès qu'on est en voyage et que des gens viennent nous parler, on va avoir tendance à être méfiant et se dire pourquoi il vient me parler, qu'est-ce qu'il veut me soutirer, il veut de l'argent, il veut des informations sur ma vie. Et en fait, là-bas, c'était totalement désintéressé, c'était gratuit. Et en fait, j'ai pu rencontrer des gens formidables qui discutaient avec moi, mais de manière totalement gratuite, et qui m'ont invité chez eux, qui m'ont permis de découvrir cette culture qui est tellement inconnue en France. Tu vois, Ouzbékistan, c'est pas des pays dans lesquels on voyage. Et puis j'étais avec mon petit sac à dos et les gens me disaient allez, viens chez moi. Tu sais, je voyageais dans les trains à couchettes, les gens discutent avec moi, même s'ils parlaient pas très bien anglais, tu parles avec les gestes. Ouais. Donc, Tu crées un lien, quoi. Tu crées un lien, Ouais. et ça n'a pas de prix. Ah là là. Franchement, c'est Et t'es incroyable. pas le premier à me parler de l'humain dans le voyage. Des rencontres, j'imagine que tu en as fait un petit Énormément. peu partout dans tous tes voyages. Est-ce qu'il y a une rencontre, je sais pas, qui t'a peut-être bouleversé ou que tu n'oublieras jamais lors d'un voyage? Est-ce que tu as vécu une rencontre qui t'a bouleversé lors d'un de tes voyages? Je peux te poser la question 3 fois de suite, regarde. Est-ce que... J'étais en train de m'entendre, je me dis, Quatrième mais je suis en boucle là. Allez, recommence. Fais-moi Est-ce plaisir. qu'il y a une rencontre qui t'a bouleversé Ah, il y en a dans tellement. tous tes voyages que tu retiendras toute ta vie? Il y en a tellement. Mais il y en a une que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. J'étais en road trip en Inde le mois dernier, Ok. pareil en sac à dos. Ouais. Et en voyageant dans un bus à couchettes, j'ai rencontré un local, un Indien, qui m'a invité à célébrer la fête de Holi. C'est là où il y a toutes les et poudres de couleurs. Exactement. Tout ça. Oh Et chez là les hindous, là. parce qu'il était hindou, il y a plusieurs religions en Inde, mais lui il Ouais. était hindou. Et c'est très important pour eux. Ouais. Et en fait, il me dit, écoute, si tu veux, je t'invite à fêter Holi chez moi, dans ma famille, dans mon village natal,
à une 40aine de minutes d'Udaipur. Donc moi je me dis, pourquoi il m'invite? Qu'est-ce qu'il veut? Enfin, tu vois, tu te méfies, encore une fois, c'est horrible. Je déteste, mais bon, je me méfie parce que je me dis, je suis en Inde, je suis tout seul, il faut quand même être... il faut faire attention. Ouais. Et finalement, le lendemain, il est venu me chercher dans l'hôtel que j'avais réservé et il m'a ramené dans son village et j'ai été reçu, mais j'ai jamais été reçu aussi bien, quoi, comme un roi. Ouais. Il m'a mis à l'aise, il m'a expliqué ce que chaque couleur signifiait. Okay. J'ai mangé de la nourriture indienne, mais à gogo, incroyable. Et puis, toute l'après-midi, j'ai fêté cette fête avec sa famille et c'était incroyable. Et il m'a invité à dormir chez lui. Donc, j'ai été accueilli par ses parents. Pareil, il parlait pas très bien anglais, mais tu fonctionnes avec les gestes et puis ça fait très bien. Les regards, les émotions, musique, un peu de chant, la musique, énormément de musique, de couleurs, d'odeurs. Ouais. Enfin, vraiment l'Inde, j'avais un peu peur au début. Ouais. Et en fait, c'est un pays qui réserve tellement de bonnes surprises. Je pense que c'est un pays, soit tu tombes amoureux, soit tu peux le détester aussi, parce que voilà, ça va pas à tout le monde. C'est bruyant, c'est plein de choses. Et en fait, quand tu tombes amoureux de ce pays, ça te réserve plein de bonnes surprises. Mais c'est marrant ce que tu dis sur l'Inde, parce que pour y être allé une fois en vacances avec mes parents et plusieurs fois en escale. Je savais pas que tu étais allé en vacances là-bas. Ouais. Et en fait, je me rappelle la première fois que mes parents m'ont dit on va partir en Inde, 2 semaines avant le voyage. Ah bah non, je me suis conditionné, mais en négatif, j'avais une boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller, j'avais peur. Ouais. Enfin, si tu veux, c'était tellement différent pour moi. J'avais peur d'être confronté à une extrême pauvreté, et c'est le cas. C'est le cas. Et j'ai beaucoup angoissé. En fin de compte, arrivé là-bas, on a passé 2 semaines, mais absolument incroyable. C'est merveilleux. Les gens sont souriants, les gens sont gentils, les gens sont avenants, les gens sont... en fait, de couleurs, c'est ça. Il y a des monuments dans tous les sens. Enfin, c'est incroyable. On n'a pas les mêmes codes, mais ça reste des personnes très attachantes. Ouais. Et dans le partage, vraiment, je suis tombé amoureux de ce pays. J'adore. Ouais. Franchement, n'hésitez pas. Si vous avez le moindre doute sur l'Inde, envoyez-moi des petits messages. Je ne suis pas un expert, mais on pourra parler de feeling. Et puis, pour plus d'infos, vous demandez à Mehdi. Avec grand plaisir. Il pourra vous donner des bons plans. Pour toi, le voyage, Mehdi, ça représente quoi et qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, personnellement, quand je voyage, je me sens vivant. Parce que la vie est tellement courte et tellement imprévisible que d'avoir la chance de voyager, il vaut mieux en profiter. Ouais. Et à travers le voyage, c'est l'apprentissage. Parce que ça te sert de leçon finalement, parce que tu apprends à rester humble, et je pense que c'est une des plus belles qualités. Et tu rencontres plein de gens, et voilà. Moi, si je peux résumer le voyage, c'est l'apprentissage, la vie, la positivité, et tu oublies plein de choses en fait. Ça te permet de passer à autre chose en fonction de ce que tu vis dans ta vie personnelle, et c'est juste merveilleux. T'es heureux? Je suis très heureux. C'est quoi ta clé du bonheur à toi? Déjà, je suis extrêmement épanoui dans mon métier de steward. Ouais. Voilà. Le voyage, je suis très bien entouré. Il faut être très bien entouré, parce que c'est un métier qui est merveilleux. Mais je veux dire, il faut être content de partir et il faut être content de rentrer à la maison. Et quand tu rentres à la maison, il faut être entouré de ses amis, de sa famille. D'avoir ses repères. Tout ce qui va bien. Parce qu'on perd un petit peu ses repères. C'est très important, sinon tu peux vite te perdre. Mais non. C'est bien d'avoir ses repères. Trop bien. Je te souhaite une excellente carrière. Merci. Toujours plein de rencontres, tout plein de bonheur, des voyages à Tire-Larigot. J'avais envie de dire Tire-Larigot. Voilà, c'est mignon. Voilà. Merci Mehdi. Avec plaisir. À bientôt. À très vite. On se boit un café juste après. Allez. Trop bien. Merci. À bientôt. Oui, ça s'arrête comme ça d'un coup. C'est radical. Voilà. Non, mais on va pas faire les trucs. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, partager, machin, vous le savez. Bisous, ciao. Bisous.